Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de modérer cette deuxième table ronde. Je salue également les auditeurs, les spectateurs de KTO qui nous rejoignent sur cette partie du colloque. Et j'en profite pour remercier tous les médias partenaires de notre recherche, en particulier le journal La Croix, qui a accompagné depuis le début notre recherche en publiant certaines des interventions chaque mois de notre séminaire. Il y a eu également d'autres partenaires comme le Cercle des Échos, Radio Notre-Dame, Paris Notre-Dame, ouma.com aussi, le site internet. Bref, merci à tous les médias qui ont bien voulu s'associer à notre recherche, parce que chacun comprend, comme ça a été dit dans la précédente table ronde, qui avait comme objectif de présenter le diagnostic de notre recherche, et de montrer aussi le rôle de l'Église catholique en particulier dans le travail de consensus qui se fait en France pour éviter des ruptures au sein de la société française au niveau scolaire, paroissial, diocésain, intellectuel, universitaire. Chacun comprend aujourd'hui que nous vivons une situation extrêmement grave. Nous parlons de sujets extrêmement douloureux. Depuis 2 ans, au fur et à mesure que notre séminaire se développait, eh bien, comme ça a été dit par le père Frédéric Louzeau, il y a eu les attentats de Charlie, d'Hypercacher, l'assassinat du père Hamel, et jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps au Louvre. Enfin, et bien entendu, l'ensemble de la société française et des médias a cherché à comprendre ce qui se passe et à réagir, y compris au niveau du gouvernement, mais parfois de façon rapide, parce que c'est la loi du genre de l'actualité. Et nous, notre approche à nous, eh bien, ça a été de travailler dans la durée, en écoutant patiemment des intervenants venant d'horizons différents, pour essayer d'aboutir à ce colloque d'aujourd'hui. Donc, on est extrêmement reconnaissant aux partenaires de cette recherche, les Poissons Roses, représentés ici par Patrice Aubert, qui est donc le président de ce courant et qui co-dirige avec Philippe Deroux le manifeste des Poissons Roses à contre-courant, qui est paru au CERF en 2016. Je salue également Bernard Bourdin, qui est professeur de philosophie politique et d'histoire des idées à la faculté des sciences sociales de l'Institut catholique de Paris, qui est un des principaux experts en France et au-delà des questions de théologie politique. Donc merci beaucoup d'être parmi nous et d'avoir modéré cette première table ronde. Je salue également Guillaume de Prémar, qui est délégué général d'Ictus, qui fait également un travail très important. Vous avez une revue tout à fait remarquable. Alors, je ne me souviens plus du nom de votre revue. Permanence. Trimestriel. Un trimestriel, mais vraiment d'une excellente qualité. Et voilà, vous avez, avec Bruno de Saint-Chamas, contribué à notre recherche au cours de ce séminaire, de façon tout à fait remarquable. Et Dominique Régnier, qui est donc professeur des universités à Sciences Po Paris, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, Fondapol, qui est également de longue date un ami du Collège des Bernardins et qui est également à travailler sur ces questions dans le cadre de Fondapol. Il nous en parlera tout à l'heure. Notre objectif commun
ça a été de faire un diagnostic et donc de réfléchir sur le consensus. On n'a pas cherché à harmoniser nos propositions, nos solutions. On a souhaité vous les présenter maintenant en tenant compte du fait que nous partons de points de vue différents, que nous avons des expériences différentes et que c'est important aujourd'hui dans le contexte de gravité dont je parlais tout à l'heure, et bien entendu le contexte politique que personne ne peut non plus ignorer, qui est que la France aujourd'hui vit une campagne présidentielle. Il y a bien entendu dans la réflexion qui nous occupe un aspect politique et donc de proposition. Et donc, dans ce contexte-là, il s'agit premièrement de respecter les diversités et les richesses de chacun. Et deuxièmement, on a considéré qu'un moment de colloque, c'est important aussi pour dialoguer avec un maximum de personnes venant d'horizons divers. C'est la raison pour laquelle, premièrement, nous aimerions avoir un moment d'échange avec vous. Alors, ça signifie, compte tenu de la gravité et de la difficulté des enjeux, eh bien qu'il y ait une sorte de respect réciproque des positions de chacun, d'écoute aussi. Et puis, dans la mesure du possible, on a laissé des feuilles de papier un peu partout. Ceux qui, parmi vous, pourraient inscrire sur ces feuilles de papier les propositions qui vous paraissent importantes de ce qui va vous être proposé tout de suite, ce serait extrêmement précieux pour nous. On pourrait ensuite les collecter, les faire connaître, pour ensuite, à l'issue de ce colloque, on puisse faire connaître les résultats de notre recherche commune. Donc le déroulé, chacun va parler maintenant 15 à 20 minutes pour présenter ses propositions personnelles fort du diagnostic commun que nous avons fait. Je m'inclus dans ce groupe, puisque la position du Collège des Bernardins, c'est le dialogue entre la sagesse chrétienne et les grands enjeux du monde contemporain. C'est ça, la position du Collège des Bernardins. Et en même temps, chacun de nous, nous avons contribué également à la recherche, et donc je proposerai également un avis personnel à la fin. Mais pour commencer, donc, Bernard Bourdin, je te laisse la parole pour nous donner tes propositions. Merci beaucoup, Antoine, de me donner la parole et donc d'ouvrir la réflexion sur une des propositions que nous avons faites et qui a un titre, La Nation, une des réponses au délitement. Et je dis bien une des réponses au délitement du sentiment d'appartenance collectif. Tout d'abord, une remarque préliminaire dans ce texte. Notre séminaire sur les fondamentalismes a engagé la réflexion dans plusieurs directions depuis l'année dernière. Et celle que j'ai proposée en binôme avec Antoine Garapon, il visait à interroger la signification polysémique des notions de fondamentalisme, de traditionnalisme et d'intégrisme. Conjointement à cette interrogation, j'ai proposé de situer en vis-à-vis de ces notions le risque d'un fondamentalisme des valeurs au sein de nos sociétés dites postmodernes. Ce risque procède d'un oubli des fondements de l'autorité et de l'autorité du fondement en régime de modernité politique, celle classique depuis les XVIIe et XVIIIe siècles. C'est sur cet oubli qu'il convient de revenir en exhumant l'idée de nation. Mais pour commencer, je voudrais revenir sur l'ambivalence fondatrice de cette notion de nation avec la religion. C'est donc le premier point de ce bref propos, avant d'en venir à une ou deux propositions. Tout d'abord, donc, rapport ambivalent entre la religion et la nation, une donnée philosophique et historique.
La modernité classique a entretenu un rapport ambivalent avec la religion, concrètement le christianisme. Les fondements autonomes de la politique moderne l'ont congédié en raison de l'obstacle que les églises opposaient à la constitution d'un pouvoir et d'une société unifiée. Cet obstacle reposait sur la dualité historique des pouvoirs spirituels et temporels. Mais ces fondements avaient aussi besoin du christianisme comme lien spirituel, moral et politique, unificateur du pacte politique. Lien nécessaire dès lors où le christianisme était entre guillemets réformé. Et quand je dis réformé, ce n'est pas simplement au sens protestant du terme, mais c'est au sens de la philosophie politique de cette époque, c'est-à-dire ajusté au pacte fondateur, comme dans toutes les théories du contrat de Hobbes à Rousseau. Et d'ailleurs, on reconnaîtra ici ces pensées ou ces sources philosophiques que sont celles de Hobbes, Spinoza et Locke en particulier. Mais ce rapport, parce qu'ambivalent, était voué à disparaître dès lors où le pacte politique pouvait se dispenser de la religion, était la thèse de Rousseau, enfin en tout cas du christianisme, était la thèse de Rousseau avec la proposition d'une religion civile. Je vous renvoie au contrat social, livre 4, chapitre 8, exactement. Thèse adoptée d'ailleurs par la Révolution française en vertu du principe de la souveraineté nationale, comme l'indique d'ailleurs la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je crois que c'est l'article 2. La Révolution fait en effet sienne cette ambivalence avec la constitution civile du clergé 1790, qui était une constitution, disons, d'un gallicanisme radical et qui a fait au fond schisme avec le siège romain, avant d'opter pour le culte de l'être suprême, 1793-1794, donc la période montagnarde avec Robespierre, puis la première séparation de l'Église et de l'État, 1795, pour laquelle l'abbé Grégoire a joué un rôle déterminant, et enfin le Concordat 1801 par Bonaparte. C'est sur la base de ces deux héritages que s'organise encore la République française en métropole. Cette organisation de la relation avec les cultes met en lumière la formation de l'idée française de nation souveraine. Idée que l'on peut rattacher en opposition à la conception allemande, c'est-à-dire à une conception française qui est de type contractualiste. C'est cette conception qui n'est pas sans poser de problème dans son rapport à l'histoire pré-révolutionnaire, mais dans les faits, la conception française de la nation n'a pu se limiter à l'abstraction du contrat. Il lui a fallu renouer, par conséquent, avec le fil de l'histoire monarchique et chrétienne. Je retiendrai au moins deux faits significatifs. Celui du rapport d'Aristide Briand, qui avait succédé donc à la présidence du Conseil d'Émile Combes pour la loi justement de 1905. Et Aristide Briand rédige un rapport, venant de l'extrême gauche, c'est très intéressant comme parcours. Aristide Briand rédige un rapport dans lequel il a un préambule donc pour la projet de loi de 1905 et avec une forte connotation historique, on pourrait dire même historiographique de son temps, puisqu'il remonte à Clovis et même jusqu'au Nouveau Testament pour justifier la loi de séparation. Donc c'est un premier fait significatif, et puis un deuxième, c'est celui des manuels d'histoire, et dont l'inspirateur bien connu est Ernest Lavis. Nous penserons bien sûr aussi au Malais Isaac et à bien d'autres références de ce type. Il n'en demeure pas moins un conflit aussi au plan historique, par moments violent, je pense à la querelle des inventaires, 1906, entre la République, le principe de la souveraineté nationale et l'Église catholique. Ce conflit témoigne de l'opposition entre deux sacralités. Résorbée de nos jours, la guerre de 1914-1918 a joué un rôle déterminant à cet égard. Les catholiques, séminaristes et prêtres en particulier, se sont révélés être de bons patriotes. Mais ce conflit n'est pas sans conséquence quant au rapport compliqué de la République avec les religions. Avec la fragmentation culturelle croissante de la société française, je pense ici au multiculturalisme et à la pluralité tout aussi croissante des religions, le roman national français, tel qu'il s'est construit depuis la Troisième République, a été mis à mal. Cette fragmentation est l'une des raisons majeures du délitement de l'État-nation classique, depuis, en tout cas, tel qu'il est formulé depuis la Révolution française, et de son modèle républicain d'assimilation.
On pourrait aussi ajouter que les 2 guerres mondiales ont joué un rôle aussi, bien sûr, très déterminant dans la disqualification de la nation apparentée à du nationalisme. J'en viens au diagnostic contemporain et telle ou telle proposition que je fais ici. À la lumière de cette analyse d'histoire des idées, bien sûr extrêmement succincte, quelle proposition serait-elle pertinente pour faire face au défi des fondamentalismes ? Il me semble que la nation constitue une des raisons à ce défi, dès lors où elle permet de renouer avec le sentiment d'appartenance. Sentiment d'appartenance que ne permet pas la laïcité à elle seule, ou la loi de séparation, je ne reviens pas sur la discussion que nous avons eue précédemment. Depuis la fin des années 80, en effet, et je pense ici à l'affaire du foulard de Creil en 1989, qui me semble-t-il est un point de départ fort, celle-ci, la laïcité, est beaucoup trop sollicitée pour relever des défis qui ne correspondent pas à ce pourquoi elle a été faite. La loi de séparation de 1905 se limite à être une loi concernant les cultes. Mais cette sollicitation excessive est aussi le symptôme révélateur d'une demande de cohésion nationale nouvelle. C'est la raison pour laquelle il me semble indispensable de reconsidérer l'idée de nation comme sentiment d'appartenance collectif. Autrement dit, le rattachement à une communauté de culture et d'histoire, donc qui n'est pas que du contrat, mais comme je le disais précédemment, la République elle-même a dû établir un rapport à cette histoire. Culture et histoire sont, à mon sens, les 2 critères décisifs, les plus sûrs, pour non seulement faire face au fondamentalisme, mais aussi au nationalisme identitaire. Fondamentalisme et nationalisme sont les 2 symptômes de sociétés européennes devenues hors sol, pour utiliser une expression devenue très à la mode. La crise d'identité est foncièrement une crise de l'appartenance à une communauté de destin qui ne sait plus d'où elle vient, dès lors où elle en est et où elle veut aller. C'est sur le constat de ce vide que je qualifie ici d'un nihilisme doux qui peut devenir violent, comme nous l'avons malheureusement expérimenté au cours de ces 2 dernières années, qu'il convient d'appeler les responsables politiques à l'élaboration d'un nouveau récit national qui n'est pas un roman. Et j'insiste beaucoup là-dessus, sur la distinction que je fais entre récit national et roman. On pourra sans doute y revenir dans la discussion. C'est tout naturellement la tâche de l'école comme institution de transmission. Cette proposition de renouer avec le sentiment d'appartenance nationale, dans mon esprit d'ailleurs, réactualise la célèbre thèse de Renan à laquelle il était fait allusion tout à l'heure dans « Qu'est-ce qu'une nation ?», qui est le fruit d'une conférence donnée à la Sorbonne par Renan en 1882, et lorsqu'il dit qu'elle est un principe spirituel résultant des complications profondes de l'histoire. Autrement dit, c'est un héritage et c'est aussi un plébiscite de tous les jours, ajoute-t-il. Et ce modèle permet aussi de redonner sens, c'est ma thèse en tout cas, au modèle républicain. Alors ici, M. Bianco est parti, ça ferait certainement l'objet d'un échange important. Modèle républicain d'assimilation, d'intégration, je laisse la porte ouverte à cette réflexion. Il est en tout cas devenu très convenu, c'est le point que je voudrais ici préciser, de présenter ce modèle en particulier d'assimilation comme négateur des différences. C'est pourtant oublier 2 données qui me semblent positives. D'une part, la constitution d'un « nous », à l'intérieur duquel les « je » ont en réalité toute leur place et doivent l'avoir. C'est par voie de conséquence faire l'impasse aussi sur le fait que l'assimilation revient en fait à proposer une égalité par similarité et non pas par identité. Assimilation est un terme qui apparaîtrait négatif, qu'il faut revoir dans son sens positif de similarité. Et non pas d'identité, j'insiste. Autrement dit, le contraire des revendications identitaires qui entraînent le vivre ensemble, qui est à mon avis la métaphore creuse de ce que veut dire nation, vers une apologie sans fin de la diversité, caricature de la reconnaissance des différences ou, je conclus, des altérités partagées. Je vous remercie de votre attention. Merci.
Merci Bernard. Lors du séminaire, tu nous avais expliqué que les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, on en parle beaucoup, mais ça n'est possible de les défendre que s'il y a cet horizon métaphysique, cet horizon historique et cette réhabilitation de la nation comme creuset, donc d'assimilation entre les différentes personnalités, communautés. Donc voilà une proposition forte dont j'espère qu'on pourra discuter. Patrice Aubert a d'autres propositions. C'est le moment pour en parler. Bonjour. Peut-être vous dire un petit mot très rapidement de ce que sont les poissons roses, parce que peut-être un certain nombre d'entre vous ne le savent pas. Vous êtes pardonnés. C'est un courant de gauche personnaliste qui veut remettre la personne humaine reliée au cœur du débat politique contemporain. C'est dire que nous avons du travail. Nous faisons référence aux travaux d'Emmanuel Mounier et nous avons, comme Antoine l'a précisé, publié nos idées dans ce petit manifeste à contre-courant où nous avons fait un certain nombre de propositions phares. Alors je veux remercier les organisateurs de nous avoir conviés à cette réflexion collective à laquelle nous avons participé assez nombreux, et je salue ici tous les poissons roses qui sont présents. Vous ne les reconnaissez pas, ils ne frétillent pas, mais ils sont là. Et c'est en tant que président de cette association, de ce groupe, que je vais faire les propositions qui vont suivre, parce que c'est un travail collectif que nous avons fait après avoir suivi le séminaire pendant 1 an et demi. Il y aura donc 9 propositions et 4 appels. Mais avant d'aller dans les propositions, je voudrais juste prolonger en quelque sorte le diagnostic. Alors nous souscrivons bien évidemment au diagnostic commun qui vous a été présenté. Le monde est effectivement confronté à plusieurs fondamentalismes, le fondamentalisme djihadiste, intégriste, mais aussi les dangers d'un fondamentalisme lié à cette ultramodernité financiarisée et individualiste. Et ce dernier fondamentalisme est sans doute plus sournois, mais nous semble extrêmement redoutable et nous conduit à nous interroger sur son origine. Notre société actuelle est sans doute née dans l'essor du XVIIe siècle, à une époque où l'homme s'est libéré, soudain doté de la puissance des mathématiques et de la science, et cet homme s'est cru maître du monde. Et oubliant son statut de créature, il s'est défini par sa volonté de puissance. Et notre sentiment, c'est que nous vivons encore actuellement dans les plis de cette pensée qui naît au XVIIe siècle. L'individu se veut maître de sa vie, de sa mort, de ses désirs, de son destin. Et en ce sens, il est bien le contraire de la personne qui est reliée aux autres. L'ultramodernité financiarisée et individualisée signe aujourd'hui les impasses de notre destin collectif, ce monde de l'argent, cette idole de l'argent que nous voyons tous les jours, qui fait que beaucoup d'entre nous et beaucoup de jeunes parmi nous se trouvent sans repère, comme des particules élémentaires, en déficience d'être. C'est une expression qui a été souvent utilisée quand on parlait de ces jeunes qui partaient en Syrie, en déficience d'être. Des jeunes qui sont nés sur notre territoire, qui ont été élevés à travers l'école publique. Et notre sentiment, c'est que nous vivons des temps graves qui sont la fin de cette parenthèse représentée par la modernité occidentale. Et il faut que nous en prenions conscience en allant au bout du diagnostic. Nous devons donc réapprendre la personne reliée aux autres, reliée à la nature, reliée à Dieu, et refuser du coup les oppositions qui nous ont été signalées à plusieurs reprises entre le nous, eux, le chacun fait, c'est mon choix, c'est mon désir, toute la publicité qui nous parle aujourd'hui. Nous, les poissons roses, nous disons, nous sommes reliés, donc j'existe. C'est en partant de cette analyse que nous ferons les propositions qui vont suivre, et elles s'organisent tout autour de la question comment recréer du lien pour faire en sorte que les tentations de radicalisation soient réduites et éviter ce qui en découle, c'est-à-dire les violences qui ont marqué les temps récents. Donc ces propositions, elles s'articulent dans 3 domaines, dans l'économie, dans la famille durable et par rapport à la jeunesse. Alors premièrement, recréer du lien
dans l'économie en prenant une économie du partage. Il faut commencer par l'économie parce que l'économie est devenue majeure dans nos sociétés. On le sait tous, elle envahit tous les domaines, elle fait sauter toutes les limites, tous les rites. Nous ne sommes que des consommateurs, harcelés par la publicité, et il faut donc s'attaquer à elle. Alors il y a la possibilité de dire la finance, c'est l'ennemi. On a vu les limites de cette démarche. Il y a la possibilité de dire la finance, c'est le paradis. Et on voit le monde de la jungle dans lequel ça nous mène. Et puis, il y a la troisième voie, en quelque sorte, qui consiste à dire la finance, c'est un outil. On s'appuie, pour dire ça, sur les travaux qui vont prochainement paraître, un livre de Bruno Roche, qui est chef économiste dans une grande entreprise, et qui va faire paraître un livre qui s'appelle « Achever le capitalisme ». Je vous laisse apprécier le mot « achever le capitalisme ». Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que toute l'économie ces dernières décennies s'est organisée autour des actionnaires, hein, avec une sorte de rémunération du capital complètement disproportionnée. Or, aujourd'hui, les capitaux, il y en a en quantité énorme. Bertrand Badré a récemment publié un livre, ancien directeur général de la Banque mondiale, disant qu'il y avait 100 000 milliards de dollars qui n'attendaient que de s'investir dans des projets intéressants. Donc aujourd'hui, le capital, ce n'est plus la denrée rare. Par contre, la denrée rare, ça reste l'humain et ça reste l'environnement. Et la thèse de Bruno Roche, qui est tout à fait intéressante, c'est de dire que les entreprises qui traitent correctement les trois capitaux, le capital financier, le capital humain, le capital environnemental, ces sociétés sont de surcroît plus performantes dans le long terme. Il y a donc une vraie nécessité à réguler cette finance qui est désormais devenue folle. Et ne disons pas que c'est un vœu pieux, parce que c'est sans doute la seule voie réaliste quand on voit les impasses dans lesquelles nous allons. On voit qu'il y a des lignes nouvelles qui apparaissent. L'éthique et la conformité juridique imposent des règles nouvelles contre la corruption, contre le travail des enfants, pour responsabiliser les entreprises par rapport à leurs filiales, à leurs fournisseurs, par rapport à l'ensemble de leurs parties prenantes. Les consommateurs modifient dès à présent beaucoup leur comportement. Un de nos collègues Poisson Rose vient de publier un petit livre qui s'appelle « Écologie intégrale », qui est sorti à l'Harmattan. Je me permets de vous y renvoyer. Et on voit qu'en fait, cette économie du partage, elle devient la condition d'une société du lien. Pour défendre cette économie du partage sur la scène internationale, nous ne voyons qu'une Europe refondée, une Europe unie. Alors, on ne va pas être très long sur cette question de l'Europe, mais on voit que cette Europe qui s'est reconstruite après 1945 sur la réconciliation entre deux nations qui avaient été complètement désarmées, l'Allemagne et la France, on voit qu'elle a finalement adopté une devise qui est unie dans la diversité, qui est une clé pour comprendre le monde de demain. Donc l'Europe est plus que jamais indispensable, non seulement pour nos pays, mais aussi pour le monde, car dans quelques décennies, nous serons 10 milliards d'humains. Si nous ne savons pas vivre unis dans la diversité, nous allons à la catastrophe. Donc, la refondation de l'Union européenne est une proposition que nous considérons comme essentielle. Nous, les Poissons Roses, nous avons appelé à créer une communauté fédérale européenne, en retrouvant ce beau mot de communauté, en n'hésitant pas à parler de fédéralisme, parce qu'il nous semble que le fédéralisme est la seule solution qui permet, tout en dotant l'Union européenne des outils pour aborder les problèmes essentiels que nous devons affronter, qui permet de respecter les identités propres de chacune des nations. Et en ce sens, je souscris à la thèse de mon voisin pour dire que la nation est un élément d'identité et d'appartenance. Mais dans le monde de demain, il faut que cette capacité d'appartenance et d'identité soit accrochée à cette communauté européenne qui nous permettra d'avoir un message porté au monde. Donc ça, c'est la première série de propositions qui sont assez globales, mais importantes. La deuxième série, elle concerne la famille durable. Nous voudrions proposer au prochain président de la République, en s'appuyant sur le levier de cette réunion, de lancer des états généraux de la famille. Parce que
il serait quand même paradoxal qu'au moment où tout le monde prône le développement durable, il n'y ait que la famille qui ne soit pas durable. Ah, voilà. Alors, c'est un sujet un peu sensible. On voit bien que la famille a fait l'objet de crispations assez violentes. Et pourtant, la famille, elle reste plébiscitée dans tous les sondages. Elle reste essentielle comme lieu de solidarité. Alors, le sujet, certes, est brûlant, mais la société paye cher les familles instables. Alors, sans doute en termes de logement, en termes d'allocations de toutes sortes, mais surtout à travers l'extrême fragilité d'une partie de sa jeunesse. On l'a bien vu à travers tous les exemples qui nous ont été donnés. Tous ces jeunes qui s'en vont à un moment ou à un autre, c'est qu'il y a des fragilités au niveau de la famille. Donc notre proposition, c'est de dire, faisons un inventaire, essayons de poser les choses de façon la plus objective. Au plus fort de la crise du mariage pour tous, les Poissons Roses avaient déjà fait cette proposition d'états généraux de la famille. Il nous semble qu'elle trouverait tout à fait sa place. Il y a des questions très simples, non compliquées qu'il faut régler. C'est quelle fiscalité pour soutenir l'envie de la vie? Quelle attitude face aux couples sans enfants qui souhaitent adopter? Et pourquoi ne pas proposer davantage de recourir à l'adoption simple? Faut-il baisser les bras quand on constate qu'il y a quand même en France plus de 220 000 avortements par an? Comment ne pas s'effrayer d'ailleurs du délit d'entrave numérique récemment voté par une Assemblée nationale lourdement responsable? Comment remettre sur ses pieds la filiation, ébranlée par la loi Taubira, sans remettre en cause l'égalité entre les couples homosexuels ou les couples hétérosexuels? Comment s'opposer à la GPA et aux excès de la PMA? Bref, on voit bien qu'il y a toute une série de questions qu'il faut aborder le plus sereinement possible, sans tabou, sans peur. Qu'attendons-nous aujourd'hui de la famille? La troisième série de propositions a lien avec la jeunesse. Je l'ai déjà dit, mais quand nous constatons que des jeunes nés sur notre territoire, passés par l'école publique, partent en Syrie attirés par le djihad, ce sont des enfants perdus de la modernité. Alors l'analyse nous apprend que ces jeunes radicalisés se recrutent surtout, principalement même, dans la période entre 15 et 30 ans, ce que certains d'entre nous appellent l'adolescence. L'historien Roger Mouchembled nous a signalé que cette période de la vie est celle du passage à l'acte violent. Voilà, le moment où tous les repères sont brouillés et où les jeunes finalement radicalisés vont partir au combat. Alors, voilà, je me perds dans mes pages. Il nous semble important, en même temps où la société renvoie toujours à ces jeunes des images de success story complètement inatteignables. Les médias nous vantent les profils de sportifs dans le monde des affaires, nous font rêver à travers les nouvelles technologies. Et on voit bien que dans ce contexte, le désir de s'accomplir, qui est vraiment ressenti par beaucoup de jeunes, aboutit bien souvent à la déception de rester soi-même, ceci pouvant aboutir à l'ultime sacrifice, l'auto-sacrifice, sacrificateur. Voyez. Donc là, il y a, par rapport à la jeunesse, une urgence. Alors, nous avons un certain nombre de propositions que nous faisons. Elles n'ont pas l'ambition de tout régler, mais il nous semble que, par exemple, enseigner effectivement le fait religieux, c'est-à-dire le patrimoine, les rites, les expressions, les pensées, c'est une urgence. Quand je dis effectivement, c'est que bien sûr nous savons que dans les programmes, l'enseignement du fait religieux est inscrit, mais dans la réalité. Donc enseigner effectivement ce fait religieux dans des parcours qui pourraient être organisés de l'école au lycée, ainsi que d'ailleurs l'approche interconvictionnelle. On s'aperçoit que les jeunes n'ont plus de connaissances et sont happés par le moindre discours. Deuxième proposition dans ce domaine, c'est faciliter l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle pour réduire justement cette période d'adolescence, tant avant qu'après le bac, et en finir avec ces études qui n'en finissent pas. Alors, je sais que c'est très compliqué, qu'il y a des harmonisations au niveau européen, mais on ne peut pas se satisfaire de jeunes qui n'arrivent pas à rentrer dans les professionnels avant 30 ans, et qui se retrouvent en plus dans des situations financières de dépendance.
Dans le même état d'esprit, nous proposons un service civique obligatoire qui marque symboliquement l'entrée dans la vie adulte. On s'aperçoit qu'il n'y a plus aucun rite de sanction de l'évolution dans les âges. Et ce service civique obligatoire aurait notamment cette mission. Autre proposition, c'est augmenter le financement des aumôneries, notamment dans les établissements d'enseignement et les prisons. Proposition sans doute assez peu politiquement correcte, mais qui a le mérite d'être facilement réalisable puisqu'elle est inscrite dans la loi de 1905. Donc, profitons-en, plutôt que de mettre de l'argent dans des outils de déradicalisation parfois inefficaces, semble-t-il. Une proposition, ça serait de mettre de l'argent dans des outils de prévention. Bon, je ne sais pas ce qu'en penseront l'éducation nationale, mais voilà une proposition très, très concrète. Et puis, malgré tout, responsabiliser les médias sur les images qu'ils renvoient à ces fameux adolescents. Plutôt que de nous parler des 100 plus grandes fortunes de France, on ferait mieux de nous parler des 100 personnes les plus respectées dans le monde. Quel modèle renvoyons-nous à la jeunesse ? Au lieu de nous faire tout un cinéma sur le Burkini cet été, parlons des choses, parlons de la rencontre qui a eu lieu il y a quelques jours au Caire avec tous les responsables du monde musulman et qui a appelé à une renaissance un peu d'un islam des Lumières. Donc je pense qu'il y a quand même une responsabilité des médias dans l'affaire. Alors, en conclusion, j'y arrive, je voudrais lancer quand même 4 appels, donc ça fait 30 secondes par appel. Je me dépêche. Premier appel, c'est aux intellectuels. Monsieur Blanco a cité la phrase de François Mitterrand tout à l'heure. Bon. Nous avons la conviction que cette civilisation dite judéo-chrétienne ne correspond pas à la réalité. La civilisation dans laquelle nous sommes n'est pas judéo-chrétienne. Alors, on n'a pas fait l'effort de rechercher d'où vient l'expression. Nous avons des héritages beaucoup plus nombreux, beaucoup plus mixés. Et si nous voulons, dans ce monde mondialisé d'aujourd'hui, donner du sens à notre jeunesse, expliquer les raisons de vivre et de mourir, nous devons sans doute faire œuvre d'intelligence en réfléchissant à notre civilisation. Je fais une proposition, nous faisons une proposition, à l'État débattre. Notre civilisation est gréco-abrahamique et sécularisée. Je ne développe pas parce que je vais me faire tirer les oreilles. Mais vous réfléchirez, ça changerait beaucoup de choses si on présentait notre civilisation comme cela. Deuxième chose, c'est un appel à l'Église catholique. C'est un sujet qui me tient très à cœur. Alors, l'Église catholique, elle est engagée dans le dialogue interreligieux depuis Nostra Aetate. Elle a consacré ce dialogue avec la journée historique d'Assise en 1986, engagement renouvelé par Benoît XVI comme par le pape François. Mais on voudrait lui proposer à cette Église catholique de faire un pas supplémentaire en relisant historiquement et théologiquement le rôle particulier dévolu à l'islam dans le dessein de Dieu. Alors, dit comme ça, effectivement, ça fait un peu abrupt, mais et on pourrait y revenir. Mais on voit qu'il y a sans doute une responsabilité particulière de l'Église catholique à aller un peu plus loin dans sa lecture de la signification de l'islam. Un appel aussi aux responsables musulmans, un appel à réouvrir la réforme religieuse et politique de l'islam. Justement, je citais ce colloque qui s'est tenu au Caire et dont le thème était liberté, citoyenneté, diversité, complémentarité. Et ils ont appelé à juger anachronique la notion de dimitude. Ils ont appelé à promouvoir un islam modéré, le dialogue avec les chrétiens. C'était organisé par l'université Al-Azhar. Et il faut encourager les tenants de cet islam, qu'on pourrait dire modéré entre nous, mais en même temps, c'est des gens qui sont tout à fait de foi, mais nous devons les encourager et les aider pour qu'ils portent cette réforme. Et puis ensuite, et je m'arrête là, c'est un appel à chacun de nous. Dans la conception des poissons roses, tout se joue à travers les personnes, et chacun de nous porte sa responsabilité. Nous ne pouvons pas nous contenter de nous reposer sur autrui. Notre sentiment profond, c'est que l'essentiel ne se joue pas dans des événements souvent dramatiques, qui fracassent nos destins, qui nous aveuglent, mais l'essentiel se vit sans doute dans la façon dont nous accueillons la naissance, la souffrance, la mort,
dans notre manière de glorifier personnellement la vie. Et nous savons que ceux qui construisent l'espérance sont les tisseurs de liens. Alors, au-delà de tout ce qui peut nous blesser, de tout ce qui nous oppose, de tout ce qui sème la discorde, nous savons que les tisserands de demain sont déjà à l'œuvre, attentifs à penser, à rapprocher et à réconcilier. Merci. Merci. Merci beaucoup à Patrice Aubert. Vous voyez que dans cette réflexion que nous avons menée petit à petit, on s'est donc bien rendu compte que la question du fondamentalisme posait la partie immergée de la gestion du sens dans nos sociétés. D'où toutes ces propositions visant à proposer une nouvelle gestion du sens par nous tous et par les pouvoirs publics. La parole est maintenant donc à Guillaume de Prémar. Voilà, comment, du point de vue de Ictus, tu as vécu cette recherche et quels en sont les fruits et les propositions? Merci beaucoup d'abord Antoine. Merci de nous avoir accueillis dans ces travaux du séminaire sur laïcité et fondamentalisme. Merci Antoine de Romanet aussi, les deux Antoine, comme on vous a appelé, parce que nous avons pris un grand plaisir à participer à ces travaux, non seulement par la qualité des échanges personnels que nous avons eus, j'espère ne pas être démenti par mes camarades, et d'autre part la richesse des échanges intellectuels que nous avons eus également, chacun provenant d'un point de vue différent, parfois d'écoles de pensée ou de visions, de philosophies politiques diverses. Et nous sommes parvenus, comme cela a été souligné tout à l'heure, même à produire un texte commun, et probablement avec moins de difficultés que certains partis à produire des motions de synthèse lors de congrès. Cela n'a pas fait l'objet d'âpres négociations, mais de discussions très aimables où chacun a accepté d'amender un mot ou un autre. C'est-à-dire c'est une recherche commune d'un bien, recherche commune d'éléments de vérité. Et je pense que c'est un modèle de pédagogie dans la recherche intellectuelle, dans une époque qui est un petit peu hystérisée, si vous me passez le néologisme. Alors, ma communication, si on devait l'intituler, elle pourrait s'appeler « Plus de mœurs, moins de lois ». Si je devais faire un slogan. Comme je suis consultant en communication, j'ai toujours besoin de trouver des choses comme ça. Donc, plus de mœurs, moins de lois. C'est-à-dire que la question culturelle, la question de la culture et des modes de vie, des manières de vivre, de penser le monde, de vivre ensemble dans une société comptent et sont au cœur des enjeux. Et c'est que la question culturelle n'étant pas exclusive, mais étant transversale dans tous les enjeux qui nous occupent aujourd'hui et en ces temps incertains et qui nous paraît essentiel. Donc c'est le parti pris, en quelque sorte, que nous avons choisi, d'insister sur cette question de la culture. Avant de revenir sur cette question de la culture, je partage avec Patrice Aubert l'idée qu'il faille aussi évoquer la question de la crise de notre modernité, de la crise de sens de notre modernité, puisque nous sommes face à un islam radical qui, lui, n'a pas à une crise et une guerre civile interne, mais l'islam radical lui-même n'a pas de crise de sens, d'une certaine manière, puisqu'il possède un grand récit qui est une eschatologie, une vision totale du monde, de l'histoire, du début, du milieu et de la fin de la vie. Et ce grand récit parvient à séduire effectivement une jeunesse dont on a parlé tout à l'heure. Il y a ce grand récit eschatologique de l'histoire, et face à cela, quel est le grand récit eschatologique de notre modernité occidentale? Peut-être que ce grand récit de notre côté est mis à mal. Je citerai deux éléments à mon avis structurants de ce qui pourrait constituer une eschatologie sécularisée de notre modernité. C'est d'une part la question de la mort de Dieu. Donc ça faisait référence à Nietzsche, non pas l'idée qu'il n'y aurait plus de croyants sur la surface de la planète, mais l'idée que Dieu sortait de l'histoire d'une certaine manière, puisque les religions n'allaient plus jouer de rôle structurant dans la vie des sociétés, dans la culture commune et dans la vie sociale. Donc premier élément. Deuxième élément, plus récent, c'est l'idée de la fin de l'histoire, prophétisée par Francis Fukuyama. Donc c'est en 1992, immédiatement après la chute de l'Empire soviétique, puisqu'il avait annoncé cette fin de l'histoire. C'est une forme eschatologique qu'on pourrait résumer comme le triomphe définitif de la raison universelle occidentale. Ces prophéties-là, cette eschatologie-là est mise à mal, bien évidemment. Elle est invalidée, ou il semblerait que sous certains aspects, elle soit invalidée par les faits. Alors, n'y voyez aucun parti pris électoral dans cette période délicate, mais je voudrais citer ce qu'en dit Emmanuel Macron. Il s'est exprimé le 8 mai 2016 à Orléans. Il fait un remarquable discours sur Jeanne d'Arc. Et là, je ne peux pas parler de Jeanne d'Arc, mais cette vision de l'histoire, je le cite. « Pendant trop longtemps, certains ont pensé que l'histoire était achevée,
que l'Europe avait éradiqué de son territoire toute forme de conflit, que le cours du monde allait diluer les identités, les idéologies comme les religions. Certains y ont même vu une forme d'aboutissement. Ils s'étaient trompés, car l'histoire, chaque jour, avec constance, pour certains, avec acharnement, vient frapper à notre porte. Donc, il y a ce contexte de mauvaise surprise, peut-être de perte de repères et d'angoisse existentielle de l'Occident. Et j'étais très intéressé par la communication qui a été faite par Dominique Régnier, qui appelait ça la fin de la politique matérialiste. Et vous permettez que je vous cite, ça vous coupera peut-être pas trop l'herbe sous le pied, mais je me suis référé aux travaux de mes camarades aussi. Nous avons abandonné l'idée de but collectif dans une combinaison associant l'individualisme et la laïcité. Le double mouvement de retrait du religieux dans la laïcisation de la société, puis de retrait du politique dans l'individualisation de la vie sociale, n'a été possible qu'à la condition d'accroître sans cesse le confort matériel, censé assurer le continuel déploiement d'une vie à soi et pour soi. La crise actuelle des sociétés européennes correspond à l'ébranlement des fondements de la politique matérialiste. Donc nous voici... fin de citation, pardon. Nous voici face à cet Occident un peu déboussolé et l'islam qui agit un peu, l'islam radical qui agit un peu comme un révélateur, même si l'islamisme en lui-même est un objet extérieur à cette crise. D'une certaine manière, l'islamisme n'a pas besoin de l'Occident pour être islamisme, à mon avis. Donc l'islam est quand même un révélateur de nos manques, et nous voici devant, et accélérateur de notre propre crise existentielle, celle dont a si bien parlé notamment Patrice à l'instant, en parlant de cette globalisation qui ne donne pas de sens. L'argent ne donne pas de sens. Donc il y a ce retour du religieux. Et il y a un retour du religieux qui est y compris chrétien, et qu'il faut souligner à mon avis. Parce que le christianisme, c'est vrai qu'il a façonné notre civilisation, en quelque sorte notre vision du monde. Alors, je ne sais pas si c'est gréco-abrahamique, moi je pense que c'est une continuation de l'héritage antique gréco-romain, bien évidemment. Le christianisme avec ses sources judaïques, bien évidemment. Et c'est le moment, bien évidemment, pour ressurgir, à mon avis, puisque quand il y a une crise existentielle, on a tendance à revenir davantage vers l'essentiel, vers le sens, vers la source des choses. Et ce christianisme, et notamment le catholicisme, est là. Il est là dans l'histoire, il est présent et il se réaffirme. Je crois qu'il y a une réaffirmation très claire du catholicisme. L'Église elle-même, Jean-Paul II a lancé ce mouvement qu'il a appelé de nouvelle évangélisation. Donc c'est bien une affirmation, c'est-à-dire que l'Église veut faire des chrétiens, répandre l'Évangile. Et le catholicisme se réaffirme également au plan sociopolitique, et on en parle beaucoup en ce moment dans les journaux, les engagements de catholiques dans différents courants politiques et qui jouent un rôle dont on dit que l'influence grandit. Et il ressurgit aussi comme culture, puisque quand il y a une crise culturelle, la fameuse crise d'identité, etc., certains peuvent aller chercher dans le christianisme un fournisseur d'identité ou un élément de résistance à l'islam, ou un souffle spirituel face à un supposé effondrement civilisationnel. Ces choses-là sont dans l'air. Et c'est d'ailleurs un débat fort dans le catholicisme en France, c'est l'inquiétude que le catholicisme puisse s'être réduit à une fonction historico-culturelle, en quelque sorte. Mais le catholicisme est là avec une mutation générationnelle qui est importante. Il ne sera pas le même dans 20 ans qu'il l'est aujourd'hui et qu'il le fut dans les décennies qui ont suivi immédiatement le Concile Vatican II. Donc la laïcité dont on a parlé tout à l'heure, elle se retrouve face à ce retour du fait religieux et elle n'y peut rien. Le fait religieux est là. L'agora contemporaine, je l'entends bien, s'inquiète de ce retour du fait religieux. Fait religieux peut entraîner la violence. Je crois que les religions ne doivent pas être dans le déni. Je pense que ça n'a pas de sens de dire que la violence religieuse n'existe pas, que toute violence religieuse est autre chose que religieuse. Quelle que soit la religion, je pense que la violence religieuse existe et je crois que l'histoire des nations, des civilisations et des hommes le montre. Donc pas de déni, à mon avis, à avoir sur cette question, parce que les croyants, ceux qui croient en quelque chose, ne peuvent pas garantir au monde contemporain que toute guerre métaphysique est écartée à jamais. Donc tout cela, ça implique de penser ce religieux dans ce contexte. Mais il faut le penser à nouveau, on ne peut plus l'écarter. Donc les religions en général, les religions en particulier, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on en a parlé, et Razika Nani interviendra tout à l'heure lors d'une table ronde, mais nous avons entendu Razika Nani, philosophe algérienne, nous dire que
que nous devions penser les spécificités de l'islam, notamment dans son rapport à la communauté et dans ses conséquences socio-culturelles, en quelque sorte. Et nous avons bien compris à travers cette communication que le défi de la laïcité lui-même est peut-être plus aigu pour l'islam que pour le christianisme. On a dit Dieu et César, etc. Et puis le christianisme aussi qui a accompli sa propre réforme contemporaine avec le Concile de Vatican II. Donc retour des religions, penser à nouveau le religieux. Et à mon avis, dans les solutions, le premier présupposé, c'est d'écarter le risque autoritaire, la tentation autoritaire. On voit bien qu'il y a des débats, même au sein de l'Observatoire de la laïcité, sur cette question de l'autorité de la laïcité. Certains ont une ligne plus dure que l'autre. Il y a une tentation qui se fait jour, je pense, c'est de tout régler par la loi. Il y a eu la première affaire du voile à Creil, c'était en 89, on le fait. Quelques années après, il y a eu la loi sur le voile, et on veut toujours faire plus de lois pour protéger l'espace laïque de l'intrusion religieuse. Or, la loi ne peut pas tout, et la loi ne peut rien, même si la société elle-même n'est pas capable de créer du commun, ce commun dont a parlé Bernard Bourdin à l'instant, et cette question de la nation qui réapparaît comme une échelle raisonnable d'expression et de déploiement du commun. Donc pourquoi la nation ? Parce qu'effectivement, les valeurs universelles en elles-mêmes ne suffisent pas à fournir ce commun, parce qu'un universel peut être des valeurs communes, par définition, mais si elles ne s'articulent pas avec du particulier, le commun demeure trop conceptuel. Et la nation porte une culture. Donc l'orientation culturelle sur laquelle je voudrais insister, c'est, je reprendrai le mot de Saint-Augustin, il parle d'un peuple ou d'une nation, d'une collectivité comme des personnes qui partagent la communauté des objets aimés. J'aime beaucoup cette question de la communauté des objets aimés. Qu'aimons-nous en commun ? Quels sont les objets que nous avons dans notre histoire, dans notre tradition, ici, là, maintenant, devant nous, qui soient aimables et que nous puissions aimer en commun ? Et sommes-nous prêts à aimer cela et sommes-nous prêts à le faire aimer ? C'est-à-dire à le partager, à le donner. Et c'est pour ça que j'appelle à une certaine sortie de l'amnésie culturelle pour aller vers une réappropriation de son patrimoine culturel vivant, d'une tradition vivante et non pas d'un musée, comme on le disait tout à l'heure, bien évidemment, pour pouvoir partager tout ça. Et ça me paraît comme une clé de voûte de toute la question, même si ce n'est pas l'unique voie. Parce que l'enjeu, c'est le modus vivendi, mode de vie, manière de vivre, manière de penser le monde, d'être ensemble. Vivre ensemble, c'est aussi partager des manières de vivre et de voir le monde. Et nous devons montrer que nous sommes capables de vivre ensemble entre différentes religions, puisque l'objet du terrorisme islamique est de démontrer l'inverse, c'est-à-dire de convaincre chacun que nous ne pouvons pas vivre ensemble, que cette cohabitation est impossible, et donc de créer une fracturation et une guerre intérieure qui passe par une fracturation culturelle. Donc nous sommes en quelque sorte dans une course contre la montre, contre cette fracturation culturelle, à mon avis. Donc l'intégration, assimilation. Jean-Louis Bianco, tout à l'heure, nous a dit qu'il ne fallait pas les confondre. Je crois qu'on peut les articuler quand même, parce que partager des manières de vivre, ça passe quand même par un certain degré d'acculturation. Et intégrer, ça passe quand même par un certain degré de partage des modes de vie. Donc ce n'est pas forcément antinomique, même si j'entends bien qu'il soit exclu, surtout dans un pays comme la France, avec sa tradition universelle, de contraindre tout le monde à agir de telle ou telle manière. Qui le supporterait aujourd'hui ? Moi pas, en tout cas. Donc j'imagine que je ne serai pas le seul. Donc il y a un défi d'intégration qui s'adresse à la génération, cette jeune génération, issue de l'immigration musulmane. Cette génération que Malek Bouti appelait la génération radicale dans un rapport assez alarmant. Donc c'est l'idée, en quelque sorte, qu'il n'y a pas que la politique de la ville, il n'y a pas que la politique sociale, qu'il n'y a pas que la politique de l'urbanisme qui soit en jeu, mais de manière transversale à tout ça, et peut-être comme Simon, il a question de la politique culturelle. Et la culture en elle-même, ce ne sont pas seulement de belles œuvres à admirer ou de beaux récits à faire, même si c'est toujours beau de les faire, c'est aussi une manière de partager une anthropologie sociale, c'est-à-dire une manière de voir l'homme, la personne, et de voir la société. Donc l'articulation personne-société, et là, il y a un héritage qui est issu du christianisme, et je crois que, en tout cas, moi, je n'hésite pas à affirmer que le christianisme peut aider à faire ce ciment et ce commun.
parce que nous sommes pétris de cela, que nous croyons ou non au Christ ou à Dieu. Nous sommes pétris de cela dans notre vision. Donc ce christianisme, il peut aider à cela, à condition de ne pas être un marqueur identitaire ou quelque chose d'excluant, mais au contraire quelque chose qui apporte son génie propre dans cette capacité d'articuler la personne, ce qu'on appelle les communautés, et la grande communauté, la communauté civique. Et à mon avis, il n'y a pas de communauté civique sans communauté culturelle. Et cette question anthropologique est essentielle parce qu'elle porte un civisme qui est issu de l'Antiquité. Rome n'était-elle pas par excellence une civilisation civique? Donc voilà, l'appel, c'est peut-être à ne pas regarder, ne pas écarter les religions, mais les regarder comme un lieu de médiation. Ne pas écarter la culture, y compris dans sa dimension religieuse, mais de considérer sa richesse comme lieu de médiation, précisément. Je crois que de toute manière, le besoin de sens est fort. On ne peut plus écarter, comme on l'a fait, le besoin de transcendance sur la question du sens. L'excessive sécularisation peut fonctionner à contre-emploi, être presque un repoussoir, notamment pour des personnes musulmanes. Donc j'appelle plutôt à sortir de la politique matérialiste en empruntant son vocabulaire à Dominique Régnier, en respectant le fait religieux pour retrouver ce but collectif, bien évidemment, ce but collectif à travers les différents niveaux d'appartenance. Et donc, maintenant, je sais que tout ça, c'est difficile. Je sais que c'est une œuvre notamment d'éducation, une œuvre d'école, par exemple. Je prendrai l'exemple d'Espérance banlieue. Espérance banlieue, à mon avis, vise à cela. Hein. C'est pas simplement de décliner des chartes, une charte de la laïcité, de la faire apprendre par cœur, mais c'est vraiment de faire partager un amour, de faire aimer et de faire partager un amour aussi de certains modes de vie. Donc il y a un défi éducatif. Bien évidemment, il y a des obstacles. Je ne vais pas tous les citer, je vais en citer deux. Il y a aujourd'hui dans des territoires ghettoisés au plan religieux, territoire, on va dire, beaucoup de musulmans, une forme de pression socio-religieuse qui s'exerce et qui est forte, et qui est un élément structurant de la vie sociale, en fait, dans ces quartiers. Il ne faut pas oublier ça. Et il y a aussi une pression économique qui est liée au modèle économique propre de ces quartiers, ce qu'on appelle l'économie parallèle ou les trafiquants. Comment éduquer un jeune quand il a accès à l'argent facile. Donc là-dessus, il y a des obstacles, on le voit bien, qui sont très, très forts. Il y a énormément de choses, je pense, encore à dire. Mais je pense qu'en même temps que cette fermeté pour libérer, en quelque sorte, les gens de cette pression socio-religieuse, d'une part, de cette pression des trafics, d'autre part, donc il y a un certain courage politique à avoir. Mais je crois, moi, qu'il y a quelque chose à creuser, toute cette piste d'un double mouvement à la fois d'ouverture, dont j'ai parlé, de partage et de don, et de fermeté qui inclut un certain courage politique qui a peut-être trop manqué ces derniers temps. Je vous remercie. Merci. Merci à Guillaume de Prémard. Et vous voyez, là, c'est encore une troisième approche qui consiste à penser ensemble foi et culture. L'idée que le fondamentalisme apparaît aussi lorsque la foi est séparée de la culture ou la culture séparée de la foi, avec toutes les conséquences que ça peut avoir et qui ont été présentées donc, par Guillaume de Prémard. La parole est donc maintenant à Dominique Régnier. Merci beaucoup, Antoine. Vous dire à mon tour, en quelques mots très rapides, à quel point je suis heureux d'être ici, à quel point je suis heureux que la Fondation pour l'innovation politique ait été associée à ce séminaire et soit partie prenante de la rencontre qui nous réunit. Vraiment très heureux. Nous sommes au cœur des grandes questions. Et je pense aussi que ce que nous faisons ici relève de la méthode appropriée. Je suis très heureux vraiment d'être ici. Je veux remercier tous les organisateurs avec lesquels nous avons travaillé. Et puis permettez-moi aussi de saluer la présence de Laurence Parisot, qui est la présidente du conseil scientifique de la Fondation, qui interviendra tout à l'heure. Je suis vraiment très content que Laurence soit avec nous, ainsi que Anne Flambert, qui travaille avec moi à la Fondation, qui a beaucoup œuvré pour que, de notre part, tout ceci puisse se faire. Heureux d'avoir aussi profité à nouveau maintenant des lumières des intervenants et vous dire quelques mots à mon tour avec une première réflexion qui est au fond que ce mot fondamentalisme est un mot extraordinaire et dans lequel je ne peux pas m'empêcher de voir quelque chose de merveilleux. Donc je voudrais quand même le poser comme la possibilité de ne pas être effrayé par ce mot.
où il y a quelque chose qui a à voir sans doute comme une passion pour les fondations, l'appel au fondamental, l'appel aux fondations. Vous le disiez dans votre première intervention. Et je pense qu'un de nos malheurs serait que ce mot-là nous projette très loin de lui par la dimension effroyable sur laquelle il peut déboucher. Ce serait peut-être une façon de nous indiquer exactement le mauvais chemin. Et c'est là toute la difficulté. Et c'est pourquoi ce séminaire et ce colloque aujourd'hui me paraissent être vraiment tout à fait appropriés à la sensibilité, à la nécessité de l'interrogation que nous menons ensemble. Il a été dit beaucoup de choses. Je voudrais à mon tour essayer de contribuer à la discussion commune, partir de cette notion de globalisation sur laquelle on a dit beaucoup, mais à raison, parce qu'il faut en parler, il faut y revenir. Je ferai l'hypothèse que ce moment historique, avec une puissance inouïe de reconfiguration d'à peu près tout, ce moment historique produit partout dans le monde, pas simplement chez nous, les Européens ou bien les Occidentaux, partout dans le monde et pour tout le monde, une véritable déstabilisation existentielle. C'est comme ça, je pense, qu'il faut en tout cas s'interroger sur ce moment qui nous est donné, qui est un cycle bouleversant à tout point de vue. Pas grand-chose, au fond, ne peut se dire tout à fait résistant face à ce qui se passe, solide, inaltérable, identique à lui-même, tant les bouleversements sont profonds et puissants. Il y a dans cette globalisation quelques éléments qui sont très préoccupants ou très problématiques, disons plutôt problématiques, ça me paraît plus approprié, ce qui peut supposer des solutions ou des formes de sortie, et notamment quelque chose qui n'était pas apparu spontanément, donc moi ça ne m'était pas apparu du tout au moment où ça s'est produit, et qui peut avoir amené Fukuyama à dire ce qu'il a dit, et qui m'amènerait pour le coup à plutôt lui donner raison qu'à Emmanuel Macron sur l'interprétation. Je voudrais juste vous dire un mot à ce sujet parce que ça me paraît être une vraie question. Au fond, dans la chute du communisme, moi j'ai vu, et je continue à y voir, une très grande et une très belle nouvelle. L'effondrement d'un régime, d'une forme d'organisation, d'une idéologie qui, à mes yeux, en tout point, a échoué sur tout. Mais au moment où cela s'est produit, nous nous sommes retrouvés pour la première fois dans l'histoire de cette économie capitaliste et industrielle, depuis 2 siècles à peu près, que nous la connaissons, pour la première fois, nous nous sommes retrouvés dans un monde sans alternative. Cette idée d'un monde monoïdéiste, cette idée au fond que ce monde, il est à prendre ou à prendre, qu'on ne sait pas très bien comment on peut s'en défaire. Quel est l'autre de ce monde? Et qui, même pour ceux qui pensent que le marché, je le pense, est une manière efficace et même juste de produire et d'affecter des ressources, je ne peux m'en satisfaire puisque je ne choisis pas un monde qui est devenu en quelque sorte unique et qui s'impose par sa propre force, au fond, ce qui n'est pas une justification suffisante, on le sait bien. Donc il y a cette dimension-là qui est extrêmement problématique et qui fait que depuis, nous vivons, et particulièrement douloureusement, nous, dans nos démocraties, nous vivons avec le sentiment d'un monde que nous ne choisissons plus et sur lequel, en réalité, il est vain de prétendre choisir quoi que ce soit. Comme si nous avions touché la limite, le bout de ce monde où la liberté politique a sa place pour une communauté humaine qui cherche à peser sur son destin, à l'orienter, en délibérer, à trancher, etc. Je crois que c'est en ce sens que Fukuyama parle de la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin des événements, bien sûr, ce n'est pas possible la fin des événements, il y en aura toujours. Mais c'est la fin d'une capacité collective à définir un horizon désirable. Peut-être que nous pouvons lui montrer qu'il s'est trompé, mais là, ça n'a pas été encore apporté comme preuve. Au fond, c'est l'épuisement d'un cycle progressiste et qui n'a pu, au fond, se poursuivre
que sur le plan matérialiste. Ce n'est pas péjoratif, c'est simplement analytique. C'est-à-dire la production croissante et plus largement diffusée de biens matériels qui améliorent considérablement nos vies aux uns et aux autres et sur une échelle de plus en plus large, ce qui reste une bonne nouvelle. Mais enfin, ça ne fait pas une vie, nous le savons bien, de répondre aux besoins matériels, en particulier dès lors que les besoins fondamentaux sont satisfaits. Et puis il y a non seulement la question du marché, mais aussi la question de la technologie, de la science et de la technologie. Et il faut avoir rapidement une référence à ce sujet, simplement une pensée, parce que ce n'est pas la chute du communisme qui fait la globalisation. Ça ne suffit pas. À côté, il y avait depuis pas mal d'années, depuis les années 60, dans des garages californiens, on bricole des machines qui font sourire les premiers visiteurs, mais qui aujourd'hui sont capables de tramer nos vies. Le numérique s'invente avant la chute du mur. Et de toute façon, il allait se déployer. Ce n'est pas la chute du mur qui fait que nous avons Google, Apple, Facebook, Amazon, ou que sais-je, et que réellement nos vies, d'une certaine manière, sont même possiblement situées dans un registre de propriété qui n'est plus à nous, en quelque sorte. Donc c'est ce que je disais à mes amis britanniques quand ils s'apprêtaient à voter le Brexit. Je leur disais, mais enfin, vous vous plaignez de la bureaucratie européenne, vous allez quitter l'Europe, mais comment ferez-vous pour quitter Google, qui gouverne bien plus vos vies que l'Union européenne? Et lorsqu'il faudra discuter avec Google, comme nation, même si vous êtes britannique, nation admirable, vous serez moins fort qu'européen. Enfin. Dans ce nouveau cycle technique et scientifique, je vais en dire un mot, il y a un autre aspect de la globalisation et une autre source de notre désarroi et de notre déstabilisation, y compris par des formes, je dirais, d'enthousiasme que cela peut générer. S'invente en ce moment même une forme nouvelle de médecine aux frontières des nanotechnologies, des biotechnologies, de l'informatique, des sciences cognitives, ce qu'on appelle les NBIC, s'invente ce qu'on appelle le post-humanisme. Et c'est une affaire très sérieuse. Ça n'est pas un récit, ça n'est pas, vous le savez, ni une fiction, ni une anticipation. C'est une réalité déjà présente. Et la puissance de ce qui se passe de ce côté-là, les conséquences inouïes de ces innovations, sont presque insaisissables conceptuellement, tant elles sont radicales. C'est tout à fait considérable. Et c'est quelque chose que nous entrevoyons, que nous voyons, que nous apercevons, même de loin, et qui nous apparaît comme excessif, qui nous déstabilise profondément. Nous sommes en train de passer réellement, non pas métaphoriquement, à l'âge de l'utérus artificiel. Cela se fait dans le monde animal désormais. Nous sommes en train de passer à un nouvel âge de l'eugénisme. Cela se fait réellement. Et le marché est en train de se constituer. Donc il y a là quelque chose de presque irrésistible qui est en train de se libérer. Les technologies progressent de façon considérable. Et chaque année qui passe, les capacités d'intervention sur le génome sont plus grandes, plus fines, plus assurées. Et c'est un sujet qui nous trouble, mais qui devrait en tout cas nous troubler profondément, qui nous trouble dès lors qu'on l'aperçoit, et qui progresse à très grande vitesse, sans qu'aucun... je ne le dis pas pour me moquer, évidemment, je ne le dis pas pour ironiser, surtout pas, mais sans qu'aucun, par exemple, de nos candidats à l'élection présidentielle n'en ait la moindre idée. Il ne prononce un seul mot sur ces questions qui sont pourtant déjà là et fondamentales. Comment ne pas éprouver un désarroi comme citoyen quand on est dans cette situation historique de globalisation? Soudain, nous sommes ouverts à l'échelle du monde et de mise au défi
collective de reconnaître l'humain dans ce qui est en train de se passer. Non pas que nous soyons inhumains, bien sûr que non, mais quel bouleversement. Et puis l'intelligence artificielle qui se développe aujourd'hui. Nous sommes en train de passer, c'est la France qui va y arriver d'ailleurs la première en 2020, aux ordinateurs hexaflops, c'est-à-dire des ordinateurs qui ont une puissance de calcul de 2 milliards d'opérations par seconde. Donc c'est évidemment, quand on dit ça, 2 milliards d'opérations par seconde, c'est absolument gigantesque, c'est un bouleversement, ça ouvre sur des possibles tout à fait impressionnants, y compris sur de l'intelligence artificielle qui existe déjà, mais qui va devenir de plus en plus performante, de plus en plus autonome. On s'interroge sur le statut de personne que l'on peut donner maintenant aux machines. Le statut de personne. Et certains experts recommandent d'arrêter là. Et on peut même se demander si la dernière étape ne sera pas, au fond, pour imaginer ça, ce n'est pas tout à fait une fiction ni une bizarrerie de l'esprit. On peut bien imaginer, quelques cinéastes en avaient eu l'intuition il y a longtemps, on peut imaginer qu'au fond, à la fin, c'est l'homme qui sera chassé par ces machines. Vous savez, vous connaissez le titre magnifique du livre de Jean-Michel Beignet, « Le futur a-t-il besoin de nous ?» C'est une question superbe. Je vous recommande la lecture de ce livre, d'ailleurs. Dans ce contexte-là, le fait de gouverner, de conduire une communauté, à la fois débordée par toutes ces puissances, toutes ces entités, à la fois puissance publique, de nouveaux États, de nouvelles économies, bien sûr, on en parle souvent, peut-être que c'est exagéré, parce que ce qui est vraiment nouveau, ce n'est pas que des puissances comme nous, qui nous ressemblent, qui sont plus grandes, existent, parce qu'au fond, c'est le même univers, il nous est familier. C'est qu'il y a des puissances privées, par exemple. J'ai cité des entreprises qui ont une puissance considérable sur nos vies. Ce n'est pas les seules, mais enfin, vous savez à quel point cela compte. Google, Facebook, etc. Et puis aussi, puissance des enjeux, comme ceux que je viens d'évoquer, radicalité de ces enjeux, qui semblent déborder les capacités de nos gouvernants. Et ça n'est pas leur jeter la pierre, c'est extrêmement compliqué de saisir tout cela et d'avoir une prise quelconque sur tout cela. Dans un moment, et je n'y reviendrai pas, Guillaume a eu la gentillesse de citer un passage d'un texte, je n'y reviendrai pas, mais nous sommes dans une phase, me semble-t-il, d'épuisement de la politique matérialiste, à la fois sur le plan matériel, puisque il n'y a pas qu'à propos de la famille, cher Patrice, qu'on ne s'interroge pas sur la durabilité. Il y a aussi le budget qui n'est pas assuré dans sa durée infinie. Et nous sommes dans un moment d'attrition des ressources qui crée beaucoup de tensions dans nos sociétés habituées précisément à l'abondance de l'intervention matérialiste. Tout ceci, je le dis en songeant soudainement au fait que nous sommes un jour d'élection aux Pays-Bas. Aujourd'hui, on vote aux Pays-Bas. Et c'est ce contexte-là aussi qu'on va voir ressortir dans les urnes d'une manière ou d'une autre. Tous ces troubles se vivent maintenant politiquement. Ils ne sont plus simplement intérieurs et dissimulés. Ils sont manifestes et ils s'expriment de toutes les façons possibles. On peut réagir à tout cela par la rétraction, le repli identitaire, cela a été dit, je n'y reviens pas, y compris l'identitarisme religieux, à des formes de radicalisation, d'intensification, de polarisation. On est devant cela, polarisation des débats, on est pour, on est contre. Moi, j'étais très frappé lors de la loi sur le mariage pour tous, de l'impossibilité, en réalité, de discuter de ces questions pourtant fondamentales, complexes, sensibles, et de la polarisation immédiate, avec une assignation à un camp de l'intervenant et qui était en quelque sorte consigné dans sa position sans pouvoir jamais avoir quelque espoir d'échanger avec l'autre. Et la haine n'est pas loin dans les échanges que l'on peut avoir dans cette configuration-là. Et vous savez que les réseaux sociaux qui nous offrent beaucoup, qui ouvrent beaucoup de possibilités nouvelles, sont également des producteurs de radicalisation, et pas simplement de radicalisation religieuse, de radicalisation des opinions et de difficulté à cohabiter avec l'autre.
Alors, que faire? J'ai envie de dire qu'au milieu des problèmes, nous croulons sous les solutions. Et c'est ça un des paradoxes, parce que en fait, les solutions ne manquent pas en réalité. Ce qui manque peut-être, c'est la volonté de se réunir, la capacité de se parler, une affaire de méthode peut-être. Mais il serait faux de dire que nous n'avons pas de solution. Il faut aussi se mettre d'accord sur le choix des solutions, etc. Alors je voudrais citer quelques solutions pour terminer. La première, c'est pas moi qui ai inventé cette jolie histoire, c'est faire comme le colibri. Vous connaissez l'histoire de cette forêt prise par un incendie, et puis on voit un colibri qui fait des allers-retours entre une flaque d'eau et la forêt, et dans son bec, à chaque voyage, il lance une goutte d'eau sur un feu immense. Et les animaux autour se moquent de lui en lui disant « Mais à quel résultat crois-tu parvenir avec ta gouttelette d'eau à chaque voyage ?» Et il répond « J'aurais fait ma part. » Donc il y a un devoir qui est de faire chacun sa part, évidemment. Restons modestes, essayons au mieux. Alors, avec la Fondation pour l'innovation politique, on a compris cette part comme notamment la possibilité d'œuvrer à un mouvement de compréhension au moment où, manifestement, on cherche à séparer, à exacerber. Vous voyez ce qui se passe avec la Turquie en ce moment, très clairement. Enfin, Erdogan espère séparer, exagérer les différences, attiser les haines. Enfin, c'est très manifeste. Ça n'est pas dissimulé du tout. Et c'est dans ces moments-là qu'il est nécessaire, évidemment, d'essayer au contraire de rapprocher, de tisser les liens, de les retisser, de recoudre ce qui a été déchiré, etc. Alors on a pris une initiative, je vous en dis un mot parce qu'elle m'a marqué d'abord, je me permets de vous le dire profondément. Et en 2014, j'ai eu l'idée à la Fondation de faire une série de publier une série de travaux sur l'islam. Et mon idée était très simple. Je voulais demander à des auteurs musulmans et arabisants d'écrire pour la Fondation dont j'ai la charge une série de notes sur des valeurs qui nous sont chères, interprétées du point de vue de la tradition religieuse, du Coran, de la tradition musulmane. Et n'ayant pas de compétences particulières sur le sujet, j'ai cherché des appuis du côté de l'académie, j'en ai trouvé, des islamologues arabisants très compétents, mais aussi des appuis du côté religieux. Et j'ai eu la chance de tomber sur un homme extraordinaire, qui est le cheikh Khaled Bentounès, et qui m'a notamment accueilli à Oran dans un colloque d'une semaine, réunissant 3000 musulmans qui étaient venus réfléchir sur l'évolution de l'islam dans ce monde-là. Et une semaine absolument admirable, véritablement. À la fin de la semaine, j'étais persuadé qu'il n'y avait plus aucun problème, que tout était réglé. Tant tout se passait bien, magnifiquement bien. C'est une part de la vérité d'ailleurs, tout ça. Ce sont des femmes et des hommes qui ont des qualités d'âme exceptionnelles et cela s'est vu de façon très évidente pendant une semaine. De là sont venus une série de textes et d'auteurs que nous avons publiés à la Fondation. Et comme je le fais à chaque fois, avant d'envoyer une note à mes destinataires, je prépare une lettre dans laquelle j'explique un peu ma démarche pour accompagner la note. Et j'étais à mon bureau, l'histoire n'aurait aucun intérêt si elle n'était pas vraie, j'étais à mon bureau un matin en train d'écrire cette lettre. L'après-midi, j'étais invité par C'est dans l'air pour parler de la crise grecque. Et c'était le 7 janvier 2015. Et on me téléphone de C'est dans l'air et on me dit vous venez toujours à l'émission, mais on a changé le sujet. Il se passe un drame épouvantable à Charlie Hebdo. Et là, ils m'apprennent ce qui se passe. Et moi, je me retrouve avec cette lettre que je m'apprêtais à adresser avec ces textes sur valeurs d'islam. Et je me suis dit, non, c'est pas la peine. Envoyer ce texte maintenant, c'est risquer un malentendu, c'est risquer de mettre par terre un travail qui nous a pris beaucoup de temps et qui a mobilisé beaucoup d'intelligence. Donc
j'ai décidé d'attendre quelques jours, j'ai attendu 15 jours, avant d'envoyer ces travaux, mais qui sont tombés en quelque sorte à point nommé après ces drames épouvantables les 7, 8 et 9 janvier 2015. Nous avons publié ces notes, elles ont suscité beaucoup de réactions très positives. Une seule réaction négative, nous envoyons nos travaux à tous les parlementaires sans exception. Et j'ai reçu une lettre de Gilbert Collard qui m'a dit « Pourquoi m'adressez-vous votre propagande islamiste ?» Je ne comprends pas. Bon, je lui ai dit qu'il était député de la Nation et que je n'avais pas à trier entre les députés de la Nation et que, sauf lettre de sa part, je continuerai à lui adresser les travaux. Je n'ai jamais reçu de lettre de sa part, ce qui fait qu'il a reçu toutes les notes. Il ne s'est plaint que pour la première. Il est peut-être converti maintenant. Je conclus. Nous en avons fait une traduction en arabe sur le net qui circule beaucoup. Nous en avons fait un livre. Et donc ce travail eh bien, a trouvé, je dirais, une forme de continuation dans le séminaire qui nous réunit aujourd'hui sous la forme de ce colloque. Deuxième, donc ce type de travail, je pense qu'il faut qu'on le multiplie, que nous le fassions les uns et les autres, et à coup sûr, cela porte ses fruits. Deuxième proposition, remarque, mais j'irai très vite puisque cela a été dit de très belle façon, l'Europe, c'est sans aucun doute une solution. Je ne reprendrai pas les termes de Patrice Aubert, mais je m'y suis reconnu entièrement. Il faut évidemment, troisième idée importante à mes yeux, je vais vite, mais politiser les grandes questions qui sont posées par la science et la technique aujourd'hui, en faire des objets de débat public, discuter de cela d'une manière ou d'une autre, nous mettre au courant, délibérer, savoir ce que nous voulons et comment nous voulons le faire. C'est très compliqué, mais il faut absolument que nous discutions de cela. Et puis, dans le cadre notamment du projet européen que j'ai évoqué, ouvrir quelques grands chantiers, et l'Europe s'y prête particulièrement. Je vais en citer simplement trois très vite, et je termine ici. D'abord, ça peut vous paraître curieux, mais une des causes de notre malheur et de ce fondamentalisme religieux islamiste problématique, ce sont des tyrannies qui existent et qui fondent leur despotisme sur l'énergie fossile. Une de nos grandes causes à la Fondation, c'est de travailler sur la fin de l'énergie fossile. C'est une grande solution pratique, c'est une vraie solution de politique publique de précipiter la fin du pétrole est une réponse qui libérera non seulement nos sociétés de ce despotisme fossile. Pardonnez-moi, mais je peux prononcer cette citation, ce n'est pas de moi. Le ministre vénézuélien du pétrole a dit dans les années 70 que le pétrole, c'était, je le cite, en espagnol peut-être, la mierda del diablo. Donc c'est une indication aussi, je dirais, de cette espèce de perception qu'on a eue assez vite. Et l'électricité, le moteur électrique, l'énergie électrique, qui nous émancipera de ces despotismes-là, émancipera l'islam de la même façon de l'énergie fossile. L'Arabie saoudite consacre 10 milliards de dollars chaque année à former des imams obscurantistes et à détruire des archives de cette période critique de l'islam pour ne pas la laisser vivre. J'insiste sur ce point. Et puis enfin, nous avons un grand projet environnemental commun à porter, évidemment, l'Anthropocène, le réchauffement climatique, grande cause universelle. Je ne voudrais pas qu'on en conclue, ça n'est pas le cas ici, mais par l'idée qu'il faut se retirer de la globalisation. On ne pourra pas le faire, mais il faut l'habiter au contraire. C'est peut-être une occasion qui nous est donnée d'être dans une humanité réelle. Et enfin, dernier mot, pour défendre bec et ongle la liberté de penser, puisque sans elle, il n'y a rien, ni même possibilité pour la foi. Merci beaucoup. Merci. Merci.